Donc l'idée est toujours la même chose, de résoudre AX égale B. Alors A, ça va être une matrice de Mn, on va prendre de C, d'accord. Et puis X et B sont des vecteurs colonnes. C'est des vecteurs colonnes. On va les voir comme des vecteurs colonnes de Cn. Alors maintenant, imaginons qu'on veuille résoudre ce système. Et qu'on va résoudre ce système avec des valeurs approchées de A. Parce que dans A, il y avait des racines carrées, il y avait des inverses. On a des valeurs approchées. On veut savoir, et pareil pour B, on veut savoir comment l'approche, ici, l'erreur qu'on a faite sur A est mêlée à l'erreur qu'on a faite sur B, va nous apporter une erreur sur X. Est-ce que l'erreur est complètement folle ou est-ce qu'elle est raisonnable? D'accord? Voilà l'idée. Ok? Donc, bon, c'est des maths applis. Là, on a l'impression de faire des maths avec Jean-Michel à peu près. C'est un état d'esprit. Hein? On n'est pas dans la science exacte. Hein? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un A plus delta A. On va avoir, du coup, une variation de notre solution. Et voilà l'idée. Hein? Donc on a une variation de B, parce qu'on a fait une erreur. Ça, c'est l'erreur qu'on a faite sur B. Ça, c'est l'erreur qu'on a faite sur A. Donc ça, c'est une matrice, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est bon, hein, évidemment, c'est un vecteur colonne. Ça, c'est un vecteur colonne. D'accord? On va, sur Cn, on va prendre une norme. Bon, je vais l'écrire pour éviter d'écrire... si je commence à mettre des doubles barres, alors ça veut dire que sur les matrices, je vais mettre des triples barres. Après, c'est l'escalade. Hein. Donc, je vais mettre une simple barre pour les matrices, pour les vecteurs colonnes, et je mettrai une double barre pour les vecteurs, pour les matrices. Voilà. Et sur AN, sur Mn, de C, je mettrai une double barre. Donc ça veut dire que c'est la norme subordonnée à la norme qui est ici. Okay. Voilà. Alors, allons-y, et on va commencer à regarder. Alors, je vais appeler epsilon de x l'erreur, mais l'erreur relative. C'est-à-dire delta x sur x. Ou pardon, delta x comme ça, sur x comme ça. Et pareil, hein, epsilon de b, ça va être l'erreur relative de b et l'erreur sur A. Parce que, en fait, ce qui compte, je pense que c'est surtout ça. Alors là, il y a une double barre. Bon, vous me dites s'il y a des moments où je me trompe entre les barres et les doubles barres. C'est qu'on veut des... Il est plus intéressant de penser les choses en termes d'erreurs relatives que d'erreurs vraiment. Voilà. Et le truc, c'est d'essayer de comprendre epsilon de x en fonction de epsilon de b et epsilon de a. D'accord? C'est raisonnable. Donc le but, trouver epsilon de x en fonction de epsilon de b et epsilon de a. Et en fait, ce qu'on va rencontrer, on va rencontrer ce qu'on appelle le conditionnement. Au passage, ce qu'on appelle le conditionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que le conditionnement? C'est tout bête. C'est K, il est noté kappa dans le conditionnement. Elle est connue, mais ça fait toujours rigoler. Kappa de A égale la norme de A fois la norme de A moins 1. En fait,
pour quelqu'un qui fait du calcul numérique, ce qu'on va voir, c'est que quand il voit un système comme ça, et qu'il sait qu'il y aura des erreurs sur le système, d'accord, qu'il y aura des erreurs sur la matrice, alors le conditionnement de la matrice va être essentiel pour voir s'il est raisonnable de résoudre le système. Sinon, le système, c'est pas la peine de le résoudre. Il va nous donner que des erreurs. Il va y avoir que des erreurs. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que si le conditionnement est un objet énorme, alors on laisse tomber. C'est même pas la peine de résoudre. Les solutions, ça va être que des bêtises. Voilà. Vous voyez, c'est bon, c'est une belle ouverture. On parle de ça, par exemple, dans le livre de Schatzman sur l'analyse numérique, hein, le livre de Michel Schatzman, par exemple. Mais je pense que dans beaucoup de livres d'analyse numérique, on parle de conditionnement. Alors allons-y, et on va faire apparaître ce cas de A, hein, dans cette histoire. Alors, vous allez voir que c'est du calcul extrêmement élémentaire. D'abord, je développe ceci, sachant qu'on a ça. Parce que vous voyez que vous avez AX égale B, donc on va pouvoir déjà simplifier. Donc ça va nous faire A plus delta A fois delta X est égal à... Donc le B, il a disparu. Il y a un A delta X qui est là. Par contre, delta AX qui va passer de l'autre côté, on va avoir delta B moins delta AX. D'accord? Vérifiez hein, quand même hein, que je ne me trompe pas. Alors maintenant, exactement comme dans ce café, c'est pour ça que j'y pensé, dans ce café Agnès tout à l'heure, donc on va supposer, donc ce qu'il faut, c'est pouvoir inverser cette matrice. Donc pouvoir inverser cette matrice, ça va nous demander d'écrire A plus delta A égale A facteur de identité plus A moins 1 delta A. Donc A est inversible hein, au départ. Hein. Ici, j'aurais dû mettre directement A est inversible. Sinon, voilà, hein, c'est pas intéressant. Ok. Alors, donc maintenant, il va falloir une condition pour que ceci soit inversible. Et la condition, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Si ce qu'on veut, c'est que ça soit de norme inférieure à 1, et comme la norme est sous-multiplicative, si on assure que l'erreur ici est inférieure, strictement inférieure à l'inverse de la norme de 1 moins 1, alors la sous-multiplicativité va impliquer ceci, donc là on va avoir une convergence. Alors une convergence I plus A moins 1 delta A moins 1 va être pour des raisons classiques, hein, ça va faire I moins, alors ça je vais l'appeler B juste pour des questions de contenance, I plus B, moins B, pardon, plus B2, etc., moins B3, et puis on va jusque donc une somme. On va écrire ceci, ça a un sens, une somme de moins 1 puissance k, b puissance k, k de 0 à plus l'infini. Et ça, évidemment, cette série-là, elle converge, et bon, c'est très classique avec la série géométrique de voir que ça converge bien vers ceci. C'est ce qu'on venait de voir tout à l'heure. D'accord? Bien. Alors maintenant, deuxième chose, quelle est la norme, puisque maintenant on va écrire delta x est égal, donc ça y est, on a assuré les conditions, donc on peut peut-être les écrire ici, hein, delta a doit être inférieur à 1 sur la norme de a moins 1, ici, strictement inférieur, hein, on peut mettre. Voilà une condition qui vient d'apparaître. Bon, de toute façon, c'est une erreur. Bon, voilà. Maintenant, on va avoir delta x.
c'est A plus delta A moins 1 de delta B moins delta A x. D'accord? C'est tout droit hein, pour l'instant. Donc maintenant, quand on va faire delta x, eh bien, on va utiliser le fait que la norme est encore une fois multiplicative pour dire que ça va être norme, ça va être inférieur à norme de A plus delta de A moins 1 fois, et là je vais utiliser l'inégalité triangulaire, hein, d'accord, delta B plus delta A x, et je vais réutiliser le fait que la norme est multiplicative pour mettre delta A x comme ceci. Alors maintenant, ici, alors ici, peut-être il y a un petit calcul à part. Alors attention, hein, là tout à l'heure on l'a bien vu, faut faire attention, quand on va mettre ça à la puissance moins 1, ça va aller à la puissance moins 1, mais on a un anti-morphisme, c'est-à-dire que le A moins 1, il passe à droite. Mais de toute façon, comme on va prendre les normes, à la fin, on arrive dans R et c'est commutatif. Hein, donc il n'y a pas grand-chose. Donc ici, on va avoir la norme. Bon, je vais la mettre ici. Donc la norme de A moins 1. Alors ici, on va avoir A moins 1. OK. Et ici, je vais avoir la norme de ce truc-là. Alors la norme de ce truc-là est égale à la norme de ce truc-là. OK. Et je vais encore utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que c'est, alors, la somme, donc c'est toujours inférieur, à la somme des normes de B puissance K. Mais là, je peux sortir, encore une fois, de K égale 0 à plus l'infini. Et là, c'est ça. Et ensuite, il ne faut pas que j'oublie mon delta B plus delta A et X là. Ici, regardez, ça démarre sur la norme de l'identité. Mais comme on a une norme subordonnée, la norme de l'identité, c'est 1 pour une norme subordonnée. Hein, je vous laisse vous en convaincre. On a 1. Donc ici, on a 1, parce que c'est le sup de identité de x quand x est de norme 1. Mais identité de x c'est x, donc c'est forcément 1. On est d'accord? Donc ici on a une vraie série géométrique avec la norme qui converge, hein, puisqu'on a la norme de B par définition qui est strictement inférieure à 1. Donc on sait vers quoi ça converge, cette série géométrique. Donc ici on va avoir delta x qui est inférieur à 1 sur 1 moins norme de B, donc je rappelle que c'est A moins 1 delta A, voilà, fois, là ici, je vais mettre A moins 1 ici, là on est bien, d'accord, facteur de delta de B, plus delta A x. Voilà. Alors maintenant, là, je vais encore utiliser le fait que la norme est multiplicative, sous-multiplicative. Là, on est au dénominateur, mais il y a un moins, donc c'est encore delta x est inférieur à A moins 1 sur 1 moins A moins 1 delta A. Voilà. Ça commence à prendre une bonne tête. Et maintenant, je vais commencer à faire apparaître ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les erreurs relatives. Okay, c'est-à-dire les epsilon. Je regarde, maintenant je divise par la norme de x. Et ici, je vais, regardez, là, je vais diviser par la norme de x. Donc je vais avoir ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé epsilon x en divisant par la norme de x. Alors ici, ça veut dire que je vais diviser par la norme de x. OK. Et ici, je vais avoir delta A.
Ça y est, j'ai divisé par la norme de x. Okay. Ici, je recopie ça, mais je vais le recopier, regardez, je vais multiplier par la norme de A ici, pour diviser ici par la norme de A. Comme ça, je récupère ici l'erreur relative en A. OK? Et là, je divise par 1 moins A moins 1, mais je vais encore multiplier par la norme de A pour récupérer l'erreur relative ici en A. C'est bon? Et bien regardez, maintenant ça fait epsilon de x égale, ici j'ai mon kappa de A, donc ce qu'on appelle le conditionnement de la matrice. Donc l'objet, qui commence à apparaître, omniprésent, sur 1 moins kappa de A, epsilon de A. Et là, il ne reste plus qu'un truc à faire, c'est à remarquer que ça, c'est supérieur à B, parce que B, je vous rappelle que B est égal à AX au départ. B, c'était la solution, hein, d'accord? X, c'était la solution de AX égale B. D'accord? Donc B est égal à X, donc on utilise la norme multiplicative, le fait que ce soit au dénominateur. Donc ici, on va avoir supérieur à B, et là, on va avoir donc inférieur, à epsilon de B plus epsilon de A. Et voilà. Hop, c'est fini. La morale de cette histoire, c'est que c'est cet objet, voilà, d'accord, vous avez une constante ici, vous avez quelque chose qui vous dit, epsilon de x, qui vous dit l'erreur qu'on va faire sur x est inférieure à ceci. Et à chaque fois qu'on a fait des inégalités, on faisait des inégalités qui pouvaient être atteintes. D'accord? Vous savez que dans le... Bon, si vous prenez par exemple la norme 2, ici, et là, la norme subordonnée à la norme 2, c'est lié aux valeurs propres. Alors bon, on va en reparler. Mais en gros, si kappa de A est grand, alors ça va être grand, ça va être petit, ça va être grand, donc ça va être, le dénominateur comme ça va être grand, donc ça, cette constante va être très grande. Donc on va avoir une grande constante multipliée par les erreurs, la somme, c'est un peu logique qu'on arrive à cette, en tout cas, c'est pas étonnant qu'on arrive à cette somme d'erreurs ici. Mais c'est ce produit-là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder d'un peu plus près ce que c'est que cette fonction kappa dans des situations où les normes sont un peu plus connues. Donc si la norme de x, c'est simplement la norme 2, d'accord? Donc c'est la norme qu'on aime bien, on est sur C, donc on a dit qu'on était sur C, d'accord? Alors, vous devez savoir, ça se fait avec le théorème de décomposition polaire, que, bon, alors au moins dans le cas réel, après dans le cas complexe, on transforme les transposés par des... Vous devez savoir que la matrice A, sa norme ici, la norme subordonnée à ceci, donc, à cette matrice, et à cette norme-là, c'est quoi? C'est la racine carrée de ρ, le rayon spectral, de A étoile A. Ok? Voilà. Donc, regardez, vous avez A étoile A. Alors, bon. Vous pouvez imaginer, si ça vous embête qu'elles soient complexes, vous pouvez imaginer qu'elles sont réelles. Hein, donc supposons que c'est réel, mais ça revient au même quand c'est complexe. Alors, si A est réel. Hein, alors, on va avoir le A étoile, c'est un A transposé. Hein, donc ça, c'est une matrice symétrique définie positive. D'accord? Donc, il va y avoir une plus grande valeur propre, valeur de spectre, et une plus petite valeur propre. Donc
se balader entre ça et ça. Okay. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le rayon spectral? Bah, ça va être le rayon spectral de A transposé A, mais là, comme c'est A transposé A, ça va être lambda. Donc ici, ça va être racine de lambda. Pardon. D'accord? C'est ça le rayon spectral. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est que A-1? Alors, A-1, bah, c'est la racine de ρ de A moins 1 transposé A moins 1. Mais ça, c'est exactement racine de ρ de A transposé le tout moins 1. Mais, bon, ah oui, A transposé possède le même spectre que A transposé A. D'accord? Ils ont le même polynôme caractéristique, ça c'est bien connu. Hein? Donc c'est même spectre, même polynôme caractéristique. Hein? Ça c'est connu. Dans CDA, par exemple. Et donc là on a l'inverse. Ça veut dire que là on a une matrice symétrique dont les valeurs propres vont être inversées. Donc là, ça c'est strictement positif parce que c'était défini positif. Okay, et là maintenant on inverse, on va avoir ça qui va être supérieur à lambda n moins 1, etc. Et ici, vous allez avoir lambda 1 moins 1 qui est strictement positif. Donc maintenant, on en arrive à kappa de A, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est racine de lambda 1 sur racine de lambda n. Puisque c'est le produit de ça par ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde une matrice et qu'on veut résoudre un système, il faut regarder la valeur propre ici, maximale de ce A transposé A, si elle est réelle, A étoile A si elle est complexe, ça nous donne des matrices hermitiennes. Hein, donc, c'est une traduction assez facile. Hein, quand on passe en complexe, on transforme transposé par transposé bas. Et il faut regarder aussi la plus petite. Il faut regarder quelle est la distance, en quelque sorte, entre ces deux-là. Quelle est voilà. Et si la plus petite et la plus grande sont trop éloignées, c'est même pas la peine de résoudre le système. Il va nous donner des bêtises.